Le premier grand enjeu, et c'est l'enjeu majeur, c'est le réchauffement climatique. J'ai ici, vous avez Tishima, c'est quoi le greenhouse? Le greenhouse, c'est l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, tout simplement, notre planète, c'est comme une grosse boule, et puis qui est protégée par une couche mince, comme une couche de vernis. Et cette couche, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, évidemment, il joue ce rôle fondamental pour que la vie existe sur notre planète. Et sans l'atmosphère, notre planète aurait une température de moins 18 degrés. Moins 18 degrés, vous le savez, c'est la congélation. C'est grâce à l'effet de serre naturel que la température moyenne de notre planète tourne aux alentours de 15 degrés. C'est la température un peu idéale pour que la vie existe. Mais nous, par nos activités, qu'est-ce qui se passe globalement lorsque le soleil chauffe une partie de notre planète? 50% sont réfléchis avant d'arriver sur le sol, une partie par les nuages, une partie par l'humidité, une partie par l'atmosphère. 50% arrivent au sol. Lorsque le sol chauffe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transporte, comme disait Lavoisier. Donc il va être restitué sous forme d'infrarouge. Une partie naturellement s'échappait, une autre partie elle était piégée. Et c'est ça qui fait que ces gaz à effet de serre naturel piégent la chaleur de telle façon que notre planète soit vivable. Autrement, il ne le serait pas. Voilà, en gros. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des montagnes de glace qui s'écroulent en permanence, 24 sur 24, en Antarctique. Donc, à partir de là, on va aller sur le grand problème évident. Tout le monde parlait du changement climatique. Certains scientifiques même disaient, voilà, c'est une anecdote. Certains disent, c'est une farce, comme disaient certains Américains. Aujourd'hui, on sait pertinemment, après le 5e rapport du GIEC, depuis 1990, ça fait bien 25 ans, que le réchauffement climatique est une certitude scientifique, avec 95% de chance. Ça veut dire très certain, quasiment certain. Donc on fait de la science, on travaille avec des probabilités. Et les signes sont là, évidemment. Quels sont ces signes? Évidemment, le climat a énormément changé. Quels sont ces signes indicateurs? Vous avez beaucoup entendu parler des cyclones. Des cyclones qui se forment dans le Pacifique. Pourquoi? C'est parce que c'est à côté des États-Unis et tout ce qui se passe aux États-Unis, on va le faire circuler sur les médias. Ça, c'est le cyclone Katrina. Vous avez tous entendu parler, ça fait presque 10 ans. C'est passé le 29 août 2005, et puis des vents violents à quasiment 300 km/h et un œil de 40 km qui a dévasté toute la Louisiane. Vous avez ici une image qui n'est pas très claire de la Louisiane à 30 mètres de haut, et vous pouvez revenir sur les archives. Aujourd'hui avec Google, vous allez voir des images inimaginables. Évidemment, il y a les cyclones. C'est quoi un cyclone? Un cyclone, c'est un phénomène qui se forme tout à fait naturellement et en passage sur les océans, parce que les océans ont chauffé. Ils vont évidemment se charger en énergie. En se chargeant en énergie, ils deviennent plus violents. Les vents sont plus violents. Puisqu'il fait très chaud, il y a de l'évaporation, de l'humidité. Ça fait beaucoup d'eau dans l'espace qui vont tomber sous forme de pluie torrentielle. Ça fait ce qu'on appelle les inondations. On a connu au Maroc. Je vais vous montrer des images. Le deuxième, la canicule en Europe en 2003, on a oublié. C'était une catastrophe, 50 000 morts. Une grande partie en Europe. Chez nous, dans notre continent, en Afrique, ça c'est quoi? C'est le lac Tchad. C'était l'un des 3 ou 4 grands lacs dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a plus une goutte. Ce sont des images de la NASA. En 1973, 1997, 2006, il n'y a plus une goutte. Aujourd'hui, vous avez des terres fissurées comme ça. Au Maroc, nous avons ce phénomène évidemment. Et puis des inondations, les gens passent. En Indonésie en 2007. Et puis chez nous au Maroc. Au Maroc, ça c'est notre belle ville Figui. En hommage à mon ami, c'est plus. Ça c'est en 2008, certainement il a oublié. Figui a été complètement inondé, complètement ravagé par des inondations qu'on n'a jamais vues par le passé. On a vu tout simplement 146 mm en l'espace de 3 jours. Alors, durant toute l'année, ça ne pleut pas assez bien. Je vous montre cette image-là. Ça, c'est le boulevard principal de Figuig. En direct, c'était le 13 octobre 2008. 146 mm en 3 jours. C'est une image tout à fait naturelle. Ça, c'est au cœur de notre pays, c'est Rabat. C'est notre capitale. Ça, c'est la gare Rabat, c'est le 15 septembre 2009. Évidemment, les gens passent. En Rabat aussi, on a oublié, en décembre 2009, il y a des milliers d'hectares qui étaient complètement inondés. C'est des océans qui étaient tombés du ciel d'un seul coup. Ça a fait des ravages, des milliers d'hectares complètement ravagés. Et puis Casablanca, là où on vit, on a certainement oublié. Casablanca,
a été inondée tout simplement le 30 novembre 2010. Voilà. Ça, c'est Casablanca, c'est boulevard Al-Quds, c'est une image que j'ai prise moi-même parce qu'on a perdu des voitures à l'époque. Voilà. Est-ce que le climat a véritablement changé? Oui, évidemment. Le climat change toujours pour des raisons normales. Il a toujours varié, et sur des périodes relativement longues, ce qu'on appelle les interglaciations, de 120 000, 110 000 à 100 000 en moyenne. Il y a des réchauffements, et puis il y a des glaciations. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ça s'est passé sur 50, 60, voire 100 ans, ce qui est anormal. Donc nous, ces 50 dernières années, nous les êtres humains, on a évidemment chargé notre atmosphère par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ils sont en nombre de 6. Le plus important, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est à l'origine de 113% de ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui. Il y a le méthane, le NH4, et puis il y a les oxydes nitreux, et puis il y a l'oxyde d'azote. Il y en a 6 qui sont définis, et puis les fluorocarbonés qu'on peut retrouver. Laissons ça à côté, on passe ailleurs. Donc, à partir de là, évidemment, ces facteurs climatiques naturels, on les connaît, mais comme j'ai dit, sur de longues périodes. Et j'en passe. Et j'en passe. Le premier océanographe, qui s'appelle M. Roger Revell, qui était à l'origine de la mesure de ce qu'on appelle la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est un brillant océanographe. Il est né en 1909, il est décédé en 1991, juste avant ce qu'on appelle le sommet de Rio, le sommet dédié à la Terre. Il était professeur à Harvard. C'est un grand monsieur, c'était une grosse tête. Déjà dans les années 40, il imaginait tout le scénario qui allait se passer et qu'est-ce que ça allait impliquer pour l'humanité. Personne n'a passé auparavant. En 1957, il a monté un grand laboratoire en quelque sorte qu'on a appelé Mauna Loa en haïtien. Ça veut dire la montagne haute, Mauna Loa observatoire atmosphérique. Donc, à partir de là, il commençait à larguer par un programme très sophistiqué tous les jours des ballons et puis mesurer les dioxydes de carbone dans le Pacifique. Pourquoi? Parce que c'était une région très éloignée de toute activité. Au bout de 10 ans, il avait déjà des résultats et c'était clair comme l'autre roche. Ce qui a fait ce qu'on appelle la courbe de Kelvin, Killing curve en anglais, et aujourd'hui, ça continue à augmenter. À partir de là, déjà en 1965, il s'occupait d'un grand programme, et j'en passe. Il disait d'ici les années 2000, il y aurait environ 25% de CO2 dans l'atmosphère, et cela va modifier ce qu'on appelle l'équilibre de l'atmosphère d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Et puis, ça va marquer, évidemment, tous les changements climatiques. Et j'en passe. Voilà cette fameuse courbe, elle est là. Et elle continue aujourd'hui, sans vous mentir. Ça, c'est le cycle de Mauna Loa. Mauna Loa, c'est... Aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur Google et puis vous allez mettre Mauna Loa, vous allez connaître tous les paramètres du climat instantanément. Aujourd'hui, vous pouvez savoir combien on a de CO2 dans l'espace à l'échelle planétaire. Voilà. Parce que l'atmosphère ne fait pas de discrimination. Nous, au Maroc, on n'a pas pollué, on est toujours très pauvre, on n'a rien pollué. Mais ce sont les grandes nations industrialisées qui ont pollué. Les Américains jetaient un peu des saloperies dans l'espace à Detroit, au Michigan, en Ontario, au Canada, puis dans la région du Nord, en France, à Liverpool. Et puis l'atmosphère, elle prend tout ça, puis elle le disparaît d'une façon tout à fait normale. Donc ça arrive chez nous de la même façon. C'est pour cela que nous sommes touchés. Voilà, ça c'est la courbe de valeur. Et puis après, puisque la problématique était admise par les scientifiques, on a lancé des grandes manœuvres et des programmes de recherche pour la recherche du passé du climat. À travers quoi? Et puis, il y a une spécialité qui existait toujours, mais aujourd'hui, elle est vraiment à l'ordre du jour, ce qu'on appelle la glaciologie. La glace a des histoires à nous raconter dans le climat. Pourquoi? Parce que lorsque la glace se forme, elle piège des petites bulles d'air de l'époque. Et puis il y a ce qu'on appelle le phénomène gel-dégel. Si vous regardez des photos, je peux vous montrer, vous pouvez les compter. Comme le forestier, il compte les couronnes de son arbre pour connaître l'âge. Donc au fur et à mesure qu'on fait du carottage de glace, qu'on appelle en français ice coring, et puis on va couper des slides, et puis on va mesurer évidemment les bulles, on va analyser les bulles d'air à l'intérieur, on va trouver le climat de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million d'années, d'une façon très très fiable. 1 million d'années dans le climat. La glace aujourd'hui dans l'Antarctique, les glaciers, c'est 1000 ans, c'est déjà pas mal, mais l'Antarctique aujourd'hui, dans une station qui s'appelle Vostok, on est arrivé à faire un forage jusqu'à 4 km de sang, on est allé jusqu'à 1 million d'années d'une façon
très claire et très précise scientifiquement. Je vais vous montrer la courbe. Donc, tout ce qui a été tracé ici, c'est à travers les gaz. Le deuxième point très important à mon avis, lorsqu'on fait d'une façon un peu scientifique, ce qu'on appelle l'analyse d'oxygène, on va connaître exactement la température où ces bulles ont été piégées. Donc il y a une relation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température. C'est très important. C'est très important aujourd'hui, c'est confirmé scientifiquement. Voilà, cette courbe que je vous montre ici, c'est une courbe qui a fait l'effet d'une bombe chez les scientifiques. On est à 600 000 ans, il y a eu 800 000 ans, aujourd'hui nous sommes 1 million d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'évolution de la concentration de CO2 dans l'espace. Ça veut dire notre planète. Si je regarde, je dis façon cyclique, ce qu'on appelle des cycles, interglaciation, chauffage, ça chauffe et ça se glace. Aujourd'hui, nous avons ici 7 que vous voyez. Aujourd'hui, nous avons 11 d'une façon reproductive. La première information qui nous intéresse, nous, les êtres humains, c'est que durant toute cette longue période, la concentration de CO2 dans l'espace n'a jamais dépassé 240 ppm volume, partie par million volume. Et les gens qui sont dans la physique ou la chimie connaissent. Par million volume en anglais. Et au maximum, on était à 300. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus haut. Si je prends cette partie-là et je fais un zoom, je retrouve évidemment, parce que là, il s'agit de 50 ans, là, il s'agit de 150 000 ans. Donc, ça se comprime. On ne voit pas les détails. Mais si je sors en zoom, je trouve la courbe de Kelly. C'est ça, et ça continue aujourd'hui. Je peux vous montrer les derniers chiffres que j'ai relevés hier de Mauna Loa Observatory. Et puis, vous allez voir les chiffres, ça augmente. Donc, la deuxième information qui m'intéresse, évidemment, c'est la température. Parce qu'on sait aujourd'hui, de plus en plus, que la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente et plus la température augmente. Pourquoi? Parce que le CO2 piège davantage de chaleur et il ne laisse pas, évidemment, les infrarouges repartir dans l'espace. Il les piège entre l'atmosphère et la Terre. C'est pour cela que notre atmosphère, elle chauffe, les terres, elles chauffent, les océans, elles chauffent. Je vais vous montrer les dernières conclusions du 5e rapport du GIEC. Vous allez être stupéfaits. Donc, regardez, si je prends la courbe de la température et la courbe de CO2, c'est visible à l'œil nu, elles s'emboîtent. Ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température. Autrement dit, si on veut diminuer la température de notre planète aujourd'hui, il faut diminuer le rejet de CO2 dans l'atmosphère. Ce que on n'est pas encore arrivé au niveau de notre planète parce qu'il y a des enjeux économiques, politiques entre tous les pays qui aujourd'hui sont sur la scène internationale. Le pays qui commence à se développer à une grande vitesse, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis l'Amérique du Sud, et puis les anciens pays industrialisés qui, eux, ont déjà pollué notre planète. Et puis il y a un grand enjeu politique et économique, et on n'arrive pas encore à trouver des solutions. Vous connaissez Kyoto? Kyoto n'a pas encore trouvé de solution. C'est après, en 1990, en 1987, on a signé ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, qui stipulait comme quoi on allait diminuer les émissions de gaz à effet de serre à moins 5% à partir du niveau de 1990. Il y a deux pays qui n'étaient pas signataires, c'est les États-Unis d'Amérique, alors que c'est le plus gros pollueur, et l'Australie. Tout ça s'est dépassé aujourd'hui, Kyoto est dépassé. Et on passe ailleurs. Voilà, ça c'est le tout dernier rapport qui date du 14 avril. Voilà, ça c'est comme on appelle un planisphère de notre planète. Ce que vous voyez ici en rouge, vous voyez, vous voyez en rouge, c'est les continents. Ce que vous voyez en jaune, c'est les océans. Ce qu'on voit ici sur cette courbe, ce qu'on devait avoir normalement, ce qu'on appelle, les glaciologues appellent ça le forçage naturel. Lorsque le Soleil illumine une partie de notre planète, il lui transmet 168 watts par mètre carré. Voilà, c'est physique, comme ça. Aujourd'hui, au lieu d'être là, on est... Donc la température, elle augmente dans les océans, dans les continents, tout confondu, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, voilà, et les mers, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, la Méditerranée, et puis l'Antarctique. On va revenir, c'est très important. Et nous, on se trouve toujours là. Regardez notre... Nous, au Maroc, en moyenne, la température a augmenté depuis 50 ans de 2 degrés, ce qui est énorme. 2 degrés, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. 1 degré, c'est énorme pour notre planète.
Voilà donc, ça c'est le dernier rapport qu'on appelle Assessment Report 5, le 5e rapport d'évaluation du GIEC, le groupe intergouvernemental sur les évolutions du climat, connu communément par le IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est le tout dernier qui existe, avec une confirmation stupéfiante, plus de 95% de chances que c'est vrai. Donc, mathématiquement, scientifiquement, c'est vrai, on le vit en permanence. Donc, globalement, les terres ont chauffé, l'atmosphère a chauffé, les océans ont chauffé, et puis ça a conduit évidemment à un nombre de problèmes. Puisque ça chauffe, la cryosphère, ce qu'on appelle les glaces, fondent. Et les glaces, c'est une partie très importante de nos grosses machines climatiques. Les gens qui ont fait un peu de thermodynamique, la Terre est composée de ce qu'on appelle des continents, des glaces, et puis de la mer, et puis de l'eau douce, et puis de la végétation, et puis nous, ce qu'on appelle la biodiversité. Et puis tout ça interagit, c'est très complexe. C'est ça qui fait que le climat aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Pourquoi? Il a chauffé. Pourquoi? Il a chauffé de 0,85 degrés. Vous allez me dire c'est peu. Non, c'est énorme. Je vous donne une petite comparaison, vous allez comprendre. Nous, les êtres humains, toute espèce dans la biosphère, le bon Dieu l'a créé, qui fonctionne avec une température dite de régime donné. Nous, les êtres humains, le bon Dieu nous a créés pour fonctionner à 37 degrés. On ne sait pas pourquoi, mais 37 degrés, peu importe. Donc si vous avez 38 degrés, vous êtes malade, n'est-ce pas? La Terre, elle fonctionne à 15,4. Elle a chauffé de 0,85. Si je fais la comparaison, 37 degrés, il faut ajouter 2 degrés. Si un être humain a 41 degrés, ça veut dire qu'il est au bord de la convulsion. Il est mort. Notre planète est en train de faire une convulsion. Et c'est une réalité. Et les êtres humains, ils le savent, et puis ils continuent, c'est comme si rien ne se passe. Voilà, ce sont les températures réelles qui ont été enregistrées. Tout ça, c'est mon loi. Regardez au pôle Nord et tout ça. Et ça a augmenté de 3, 4, 5 degrés. Nous, au Maroc, on est là. On est quasiment dans 1,5. C'était en 2004. Mais ça va d'une façon exponentielle. Je vais montrer une courbe, ça va d'une façon exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes à 2. Les prévisions disent qu'en 2100, ça va être comme ça. 8 au pôle Nord. Pourquoi au pôle Nord beaucoup plus? Lorsque la température augmente de 0,5 à l'équateur, il va augmenter de 6 degrés au pôle Nord et au pôle Sud. Ça, on peut le comprendre très facilement. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. Je peux vous expliquer l'entière comment elle est faite. Donc, puisqu'une grande partie du pôle Nord, c'est la glace dite polaire, plus le Groenland, c'est de la glace. Lorsque le soleil impacte cette région, les grandes plaques de glace agissent comme des miroirs. 80% de la chaleur est réfléchie. Seulement 5% est absorbé par l'océan. Et puisque l'océan a été chauffé, aujourd'hui, on sait jusqu'à 700 mètres, voire 3000 mètres, tous les océans du monde ont chauffé. Ont chauffé quasiment de 0,5 degrés. Ce qui fait que la glace a commencé à fondre. Aujourd'hui, la calotte glaciaire du pôle Nord a perdu 40% de sa base. Donc, au lieu d'avoir cet immense miroir, on va en face la mer. La mer, lorsqu'elle est impactée par le soleil, elle absorbe 90% de l'énergie, contrairement à la glace. Ce qui fait que ça continue à chauffer. En chauffant, ça va continuer à fondre. Les prévisions, je vais vous montrer, d'ici 2100, il n'y aura plus de Groenland, il n'y aura plus de calottes polaires. Et il va y avoir, évidemment, une véritable catastrophe. On est déjà là-dedans. Donc les prévisions, nous au Maroc, on est là-bas. Regardez, ça va être 3,5 à 4 degrés. Ça, ce sont les prévisions les plus optimistes. Vous savez, les climatologues, ils travaillent sur ce qu'on appelle des modèles. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est quelque chose de très sophistiqué mathématiquement. On va introduire tous les paramètres, on va faire des prévisions. Les premiers modèles étaient mis au point dans les années 70, quand on a commencé à comprendre qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on est dans le 6e modèle, où on a intégré tous les paramètres de l'écosystème. C'est quoi l'écosystème? C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques l'atmosphère, la cryosphère, c'est la glace, et puis l'hydrosphère, c'est de l'eau, et puis le continent, c'est l'air, et puis la biosphère, c'est nous. Les végétaux, les arbres, les mouches, les ânes, les lions, les ours, tout le monde. Tout le monde. Et puis on a ajouté le soleil d'en haut, et puis aujourd'hui, notre activité. Les modèles aujourd'hui, qu'on a repris, tous les derniers, ils tracent d'une façon extraordinaire l'évolution, et puis on est revenu pour vérifier sur 1 million d'années, et ça reflète exactement l'évolution de la température. Donc ce sont des modèles très futés et très justes. Donc en 2100, il n'y aura pas de glace.
Cette courbe, elle est très très célèbre. Pourquoi? Parce que depuis 1860 que l'être humain a commencé à mesurer la température réellement. Voilà, si vous regardez durant cette période, qu'est-ce que vous constatez? Il y a eu un petit relâchement, ici on va dire ça va. Non, mais globalement, ça augmente. Et c'est accéléré, évidemment, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 13 et 14, voilà, des derniers records, ils sont passés de 1995 à 2012. Pourquoi? C'est pas le hasard. C'est durant ces 50 années, là c'est mathématique, ça veut dire que c'est exponentiel. Si je prends la moyenne, et puis je déplace, j'en passe, c'est pas l'objet. Ça veut dire, de 1905 à 2006, notre planète a chauffé tout simplement de 0,114 degrés. Et de 1880 à 2012, c'est 0,85 degrés. Et ça va continuer d'une façon exponentielle. Ça veut dire que tous les 25 ans, ça va doubler. Voilà, c'est ça que ça veut dire mathématiquement. À partir de là, on ne peut pas dire que ça ne chauffe pas. Notre planète, elle a chauffé. Et scientifiquement, c'est prouvé. Et même autrement, c'est prouvé. Ça, c'est un grand professeur à Harvard qui a utilisé cette diapo. Je la trouve très belle. Évidemment, ça de prouve, c'est quoi ça? C'est la preuve. Notre planète, elle a chauffé, évidemment. Elle a très chauffé. Pourquoi? Ça, c'est les derniers résultats du GIEC, le ER5. Quand est-ce que vous regardez ici? Le pôle Nord, voilà, la masse de la calotte glaciaire, elle diminue. L'Antarctique, elle diminue. La chaleur dans les océans, elle augmente. Et puis, évidemment, puisque la glace qui se trouve, ce qu'on appelle les calottes glaciaires, c'est comme si vous avez un verre où vous mettez des glaçons dans l'eau. Vous avez un niveau. Lorsque ça fond, ça ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la glace. Mais toute la glace qui est sur les continents, comme une grande partie dans l'Arctique, ça se déverse dans les océans. Ce qui fait, chaque année, le niveau de la mer augmente de 3 à 4 cm par an. Si vous allez mettre 50 ans, vous allez voir, ça va faire des mètres. Et Casablanca va disparaître dans 50 ans. Mais lorsque je voyage un peu au Maroc, je vois Tarazout, Seydia. Moi, je suis originaire de la région. Mais ça me fait marre que dans 50 ans, Seydia ne sera pas là. Et j'en suis sûr à certains, il ne sera pas là. Et puis, on a bâti beaucoup de choses. C'est bien. C'est bien. Il faut voir l'avenir. Il faut voir l'avenir. Voilà, tout ça, c'est le dernier rapport. Vous pouvez le télécharger. Il est dans un rapport qui s'appelle le premier Base Scientifique, Scientific Basis. Il est en anglais. C'est 2218 pages, le premier. Le deuxième, il fait à peu près la même chose. Ça s'appelle Impact, Vulnérabilité. Et le troisième, Atténuation des changements climatiques. Et ça, sur Internet, vous pouvez le télécharger. Vous retrouvez tout ça. Moi, j'ai repris ça et je le mets dans le contexte de mon discours, tout simplement. Ça, ce sont des faits irréfutables scientifiquement. Et on ne peut pas... Aujourd'hui, on dispose des moyens très sophistiqués. Vous allez me dire, certains, des fois, cette conférence, je l'ai allumée à plusieurs reprises, particulièrement dans les grandes écoles en France, pas au Maroc. Au Maroc, voilà, on ne s'intéresse pas à la science. Ça fait mal, mais malheureusement, ça fait très longtemps que j'essaie de passer le message, mais je constate que ça ne se passe pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de l'inconscience et de l'irrationalité qui règne dans un milieu universitaire et puis dans notre société d'une façon générale, malheureusement. Mais cela ne me décourage pas. Je vais continuer à en parler jusqu'au bout. Voilà. Donc tout ça, ce sont des résultats dits scientifiques. Scientifique, ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Et j'en passe. Il faut. Le dernier rapport qui était déjà mentionné dans le 4, une seule conclusion, une seule phrase, Global warming is an quadriculon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le changement climatique est sans équivoque. Il est là. Ça veut dire les preuves sont là. C'est un véritable bulldozer. Il faut aller aux alentours. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Lorsque vous allez voir des tsunamis, il y a certains scientifiques aujourd'hui qui se posent des questions. Est-ce que les tremblements de terre aussi violents aujourd'hui ne sont pas le résultat du réchauffement climatique? Parce qu'il s'agit toujours de ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie est à la base de tout. Je vais vous montrer des images stupéfiantes. L'énergie a changé le monde. C'est grâce à l'énergie qu'on est aujourd'hui là en train de parler. Sinon, on serait encore dans des grottes où je ne sais pas, de quelque part dans Atlas ou la Belize, j'en sais rien où. Mais c'est l'énergie qui fait que nous sommes là aujourd'hui et nous sommes en train de discuter. Donc, le premier impact fondamental qui touche l'être humain, c'est l'eau. L'eau, il connaît le réchauffement climatique. L'être humain connaît le réchauffement climatique par l'arrivée de l'eau. Lorsqu'il est inondé, il dit tiens, il y a beaucoup d'eau. C'est ça, ça veut dire qu'il est touché directement. Et puis lorsqu'il fait très chaud, on va dire oui, il fait très chaud. Lorsqu'il ne pleut pas, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'eau dans les puits, on ne peut pas irriguer. Et nous, les Marocains, sommes un pays très très pauvre. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, on représente 0,0010 puissance. Moi aussi, dans l'économie mondiale, nous ne sommes rien du tout, on ne produit rien, on n'a pas de poids. Voilà, malheureusement, le réchauffement climatique, puisque ça chauffe, donc il y a
de l'évaporation en très grande quantité par rapport à la normale. Qu'est-ce que c'est que l'évaporation? C'est de la vapeur d'eau qui va partir dans l'espace et va tomber d'une façon un peu désordonnée sous forme de pluie torrentielle. C'est ce qu'on appelle les inondations. Ça, c'est le premier impact. Malheureusement, le deuxième, dans les régions où il ne pleut pas, où il pleut moins, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir ce qu'on appelle le désastre. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, et puis il y a tout simplement la disparition de toute la biodiversité, et les arbres, et les animaux, et tout le monde, et les moustiques, et tout le monde y passe. Vous avez vu des images aujourd'hui, dans cette région-là, il se passe tout simplement une véritable tragédie humaine. C'est le Sahel, c'est au Darfour, au Tchad. C'est là où il y avait le lac Tchad. Aujourd'hui, il n'y a pas une goutte. Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours là-bas à cause de faim, à cause de la faim, à cause de l'eau, à cause des maladies. Et puis l'être humain, puisque c'est des Africains, on n'en parle pas. Si un Américain est touché de quelque part à Tarazout, toute l'Amérique il va bouger. La sixième flotte il va bouger. Mais un Africain, c'est rien. C'est rien, c'est comme un type qui est mort dans la nature. Voilà. Donc, mais dans cette région-là, mais malheureusement, les Occidentaux n'ont pas compris toutes les leçons. Il y aura toujours des migrations massives, des pays où il n'y a pas beaucoup de nourriture, vers les pays où il y a de l'abondance. C'est la loi de la nature. La thermodynamique nous dit qu'il y a toujours migration de la chaleur d'une source chaude vers une source froide. N'est-ce pas, notre ami? C'est comme ça la nature. On a mis des barrages, on a mis des radars, on a mis tout. Et tous les jours, il y a des milliers de gens qui se déversent en France, qui se déversent en Italie, qui se déversent. Nous sommes loin des États-Unis. Aux États-Unis, c'est tous les jours 400 ou 500 000 qui passent les frontières. Aujourd'hui, il y a environ, des statistiques, 20 millions de clandestins aux États-Unis. En France, il y a 400 000. Puis la France, elle parle beaucoup, c'est les grandes gueules, je m'excuse du terme. Mais c'est un petit pays par rapport à l'Amérique. Et puis les clandestins, tout ça. Voilà. Donc, les conséquences sont là. La première, c'est les inondations. La deuxième, c'est la sécheresse. Voilà, c'est antagonique, mais c'est comme ça. Donc, ce sont les conséquences qu'on voit. Et puis, le plus gros du travail, c'est tout simplement la fonte des glaces. Les glaces, elles sont au cœur de l'équilibre du climat, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la Terre? C'est une grosse boule qui est inclinée à 23 degrés et qui tourne autour d'elle-même en 24 heures autour du Soleil en 364 jours. Donc tous les jours, elle tourne, une partie du globe elle est en face du Soleil, ce qui fait qu'elle va faire soit le printemps, soit l'été, et puis l'autre partie, elle est de l'autre côté, il fait l'hiver ou le... Lorsqu'il fait beau, comme chez nous, et une grande partie de la masse planétaire elle se trouve au-dessus de l'équateur, ce qui fait c'est la végétation qui est là. Donc lorsque la Terre est en face du Soleil, cette partie-là, elle va absorber tout simplement ce qu'on appelle le dioxyde de carbone parce que c'est la végétation. Lorsqu'elle fait demi-tour en 6 mois, c'est l'inverse. C'est comme si la Terre, chaque année, elle inspire, elle expire. C'est comme nous, on inspire, on expire. C'est comme ça la Terre. Sur une année, c'est ça ce qu'elle fait. Mais l'Antarctique est une grosse partie de notre planète qui est à l'origine de l'équilibre thermique de notre planète. C'est là où se trouve une grande partie, c'est ça, l'Antarctique. Cette partie que j'ai mis en vert, c'est la partie dite la glace de mer. Donc elle est comme la glace polaire au pôle Nord. Il y a la glace continentale qui est là, et puis la glace polaire, on ne les voit pas comme ça, ils sont ensemble. Mais cette partie-là a été découverte par un grand navigateur norvégien qui s'appelle Larsen. Donc on a donné le nom, on a appelé ça Larsenby, la baie de Larsen, comme on dit la baie de Mohammed. Malheureusement, Mohammed est déjà allé là-bas. Donc une grande partie s'est écroulée. Ce que les glaciologues n'ont jamais compris, en 35 jours, toute cette partie-là, qui fait quasiment 3200 km² s'est écroulée en l'espace de 35 jours. Personne n'a vu ça. Pourquoi? Parce que c'est la partie de la glace qui était accrochée à la partie de la glace continentale, puisque la mer chauffait, elle diminuait de masse, en bas, il fondait, à un certain moment, il y a des équilibres. C'était comme une poutre encastrée, et c'est tombé et s'est écroulé. Personne n'a vu ça. Mais aujourd'hui, on le sait, on a bien compris ce qui se passe. Cela se passe au Groenland. Voilà, cette image elle est très célèbre. Vous faites une petite interrogation, vous allez retrouver ça. Moi, j'ai fait un peu cette synthèse, mais c'est quelque chose qui est le pôle Nord, il a perdu. Vous savez, cette partie-là, c'est la calotte glaciaire. Ça veut dire la glace de mer. Et puis cette partie-là, vous voyez ici, comme les appellent les Norvégiens, Groenland. C'est la terre verte, en fait. Donc, cette partie-là a perdu, comme vous voyez ici, elle est dynamique, elle a perdu 40% de 1997 à 12 jours en
la carte du niveau de la mer à l'échelle planétaire avec une précision inouïe. C'est ce qu'on appelle l'altimétrie. Vous pouvez chercher, aujourd'hui c'est des... Donc, tout ce qu'on dit, ce sont des choses évidemment réelles. Et j'en passe. Voilà. Voilà, 79 c'était ça, 2003 c'est ça. Voilà. Voilà ce qu'on voit ici en synthèse. 2100, ce qu'on prévoit, il n'y aura plus rien. Disparition totale. Les prévisions, en 2100, il n'y aura plus rien. Voilà, et j'en passe. Ce sont quelques... Le Grand Monde, c'est la même chose. Voilà, 92, 2002, 2005, il a perdu la moitié. Je vais vous montrer quelques images pour aller sur une conclusion fondamentale. Ça veut dire que le réchauffement climatique est planétaire. Voilà, ça c'est l'Europe. On était en Antarctique, c'est tout à fait au nord de l'Europe, au nord de l'Amérique. Mais l'Europe, c'est en Suisse. Voilà, le glacier Pius de Bernina, il est très connu. Il a perdu quasiment la moitié en l'espace de 100 ans. Regardez, ça c'est de la Patagonie, c'est en extrême sud de l'Argentine, c'est quasiment de l'autre côté. Voilà, 1929, voilà, c'est des grands lacs aujourd'hui. Et j'en passe, je vais aller vers la Nouvelle-Zélande, donc c'est carrément dans l'Océanie. Et puis, tout simplement, en Afrique, il n'y a plus rien. 2006, le lac ici, le mont Kilimanjaro, beaucoup de poètes ont écrit là-dessus, et il n'y a plus une brindille de glace aujourd'hui. Et puis, je vais aller sur les Himalayas. Les Himalayas est une zone très très sensible. Pourquoi ? 40% de la population mondiale vit dans la région. Et dans 40 ans, il n'y aura plus suffisamment d'eau dans ces régions. Pourquoi? À cause de la disparition des glaciers qui fournissent de l'eau aux rivières et puis aux différentes nappes que les hommes et les femmes de ces régions, les animaux et la biodiversité utilisent. Ça veut dire que le réchauffement climatique est planétaire, que je relise. Voilà, ça fond partout, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout. Voilà ce que disait ce monsieur, c'est l'ex-président des États-Unis d'Amérique, c'est monsieur George W. Bush. Il disait en 2003 que quoi? Que c'est une farce, global warming, c'est une théorie. Voilà, il disait, il se moquait, tous les conservateurs américains à l'époque, ils disaient c'est une farce pour, évidemment, faire de telle sorte que les États-Unis ne continuent pas à se développer, parce que les États-Unis est le premier pollueur du monde. 25% de CO2 dans l'espace, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que disent les experts du GIEC. C'est le dernier rapport, vous voyez, c'est le groupe de travail numéro 3, le tout dernier, que vous voyez, Climate Change 2014. Voilà, ils disent que le réchauffement climatique est sans équivoque. Voilà. Voilà, il est là, il faut faire avec. Voilà, les résultats sont là. Voilà ce que dit ce monsieur, vous connaissez tous, n'est-ce pas? C'est M. Ban Ki-moon. Il dit, climate change affect you. Le changement climatique va vous affecter. C'est une certitude. Il dit, on ne peut pas continuer à travailler ainsi. Il dit, continue with business as usual, comme on fait aujourd'hui. Et nous avons besoin de joindre des affaires pour avancer. Et évidemment, il faut absolument avancer, sinon on va tout perdre. Et puis il dit, probablement, il croit, I believe, il croit, pourquoi? Parce qu'il est au centre de l'économie et de la politique mondiale. Et il faut absolument stopper ce phénomène. Voilà, d'autres conséquences. D'autres conséquences, ça c'est la fin, ça c'est au Sahel. Ça c'est au Sahel, ça c'est au Sahel, ça c'est au Sahel. On en parle. On a vu à la télévision des médecins français prendre 60 châtaigniers pour les vendre en France. C'était un peu le hasard. Ça c'est vraiment rien. Ce qui se passe là-bas, l'être humain, il n'existe pas tout simplement. Il n'existe pas, il est anéanti par la nature. La nature ne fait pas de cadeau. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de bétail, il y a la faim, il y a la misère, et puis il y a tout simplement la famine et la disparition de toute la biodiversité. Toute la biodiversité, donc les maladies à vecteurs. C'est quoi les maladies à vecteurs? Ce sont les maladies qui sont transmises par les insectes. Les insectes, ils font partie de la biodiversité. Le bon Dieu les a créés, tout simplement parce qu'ils ont un rôle dans un cycle naturel. Pourquoi? La température est un élément régulateur de toutes ces espèces. Le printemps, tout ça, c'est très précis pour que la reproductivité des espèces aille dans le bon sens. Voilà un exemple aujourd'hui, puisque le printemps arrive un peu tôt, et puis l'automne va un peu plus tard. Dans la grande, ce qu'on appelle toundra au nord-Alaska, cette année, il y a eu 7 millions d'hectares d'arbres d'épicéa qui ont été détruits par des insectes. Pourquoi? Parce qu'ils ne devaient pas être là. Parce qu'il a fait encore plus chaud. La durée de vie d'un insecte, c'est 3, 4, 5, 6 jours.
Donc il y a eu 506, je ne sais pas, milliards d'insectes et ils ont détruit. La chaleur régule tout. Nous, les êtres humains, sont régulés par la chaleur. Et tout le monde est régulé par la chaleur. Donc les maladies à vecteurs sont à l'origine, ce que je vais vous montrer ici, des chiffres en Afrique particulièrement. Voilà, 300 à 500 millions de cas, dans quasiment 203 millions de morts, de décès à cause du paludisme. C'est les maladies à vecteurs. Et puis évidemment, c'est toujours en Afrique. Il n'y a pas qu'en Afrique. Aux États-Unis, nous avons ces images. Les États-Unis, ils ont les moyens. Nous avons ces images en Asie, mais ils ont les moyens dans certains pays. Et puis en Afrique, on va voir ça. Ça, c'est un bonhomme, ce n'est pas un garçon, c'est un bonhomme qui est mort de faim. Il ressemble évidemment à un garçon parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que le squelette. À côté, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des éboueurs de la nature. Voilà. Heureusement, nous, au Maroc, on a un peu d'eau et puis on a de la nourriture. Sinon, on serait dans ce cas de figure-là. Donc, ce sont les conséquences du réchauffement climatique, évidemment. Tout ça, personne. Évidemment, il y a la déforestation, et j'en passe. Il y a un autre phénomène, puisque la température régule la biodiversité, il y a ce qu'on appelle la vitesse d'extinction des espèces qui est accélérée jusqu'à 10 000 fois de la normale. Ça veut dire que des espèces disparaissent parce que le climat ne leur convient pas. Il y a une température excessive, donc en fonction, il y a ce qu'on appelle les niches écologiques, il n'y a pas la nourriture. Je vous montre un exemple très très frappant qui a été rapporté par M. Al Gore, d'une espèce d'oiseau qui a disparu parce que, tout simplement, il y a le réchauffement climatique. Donc, il va y avoir, tout simplement, un apocalypse dans l'avenir et il n'y aura plus rien. La même chose, au niveau de la faune, c'est la même vitesse. Tout ce qu'on voit ici, nos petits-enfants, ils vont le voir sur des images numérisées. Il n'y en aura plus, évidemment. Et il n'y aura que ça. Même cette fameuse machine très solide, elle va disparaître. Adios, amigo. Elle va disparaître et elle ne va pas résister à cette cruauté de la nature. Parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il fait très chaud, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie, tout simplement. À partir de là, on peut aller beaucoup mieux. Cet exemple est flagrant que j'ai repris, que j'ai vu sur un documentaire d'Al Gore. Cette espèce d'oiseau, il vit à côté d'Utrecht, à Amsterdam. Vous savez, les oiseaux migrateurs, ils font des longs trajets pour aller dans les régions où il fait plus chaud, pour se nourrir, s'engraisser et revenir dans les régions pour pendre les œufs, les couver, puis faire les oisillons. C'est de la nature. C'est de la nature. D'habitude, le grand départ se faisait vers le 25 avril de l'Afrique, c'est vers le Botswana. Et puis en arrivant, évidemment, le 3 juin, en arrivant, les oiseaux, ils ont couvé les œufs, ils ont eu des oisillons. La nature est bien faite. Dans la même période, il y a des chenilles qui sont là. Donc ils vont sur ce qu'on appelle le cycle de vie, tout simplement. Puisqu'il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux, évidemment, ils partaient avant, comme d'habitude. Il fait plus chaud, les chenilles naissent un peu avant, 15 jours avant. Puis les oiseaux arrivent plus tard, et puis ils font les oisillons, et puis ils vont ils ont fait tout pour rattraper, ils n'ont pas pu rattraper. Donc ils naissent, il n'y a pas de nourriture, et ils disparaissent. Cette race a disparu. Il y a des milliers d'espèces qui disparaissent comme ça. Comme disent les biologistes, lorsqu'une niche écologique disparaît, la race disparaît. Lorsqu'il n'y a plus de mer, il n'y aura plus de poissons, n'est-ce pas? C'est les conditions, la même chose. Donc, il y a évidemment tous ces paramètres. Et j'en passe. Voilà ce que dit ce monsieur Kofi Annan. Les pays les plus vulnérables ont les moins de capacité de se protéger, évidemment, comme nous, les pays pauvres, et puis on n'a rien fait. Ils sont aussi ceux qui contribuent le moins à l'émission de gaz à effet de serre. Si rien n'est fait, ils paieront le prix élevé à cause des autres. Nous sommes en train de le payer. Et ce deuxième monsieur, vous connaissez, c'est Nelson Mandela. Il disait tout simplement que la pauvreté n'est pas plus qu'un état naturel que ne sont l'esclavage ou l'apartheid, parce que celui qui a lutté contre tout ça, c'est une condition créée par l'être humain et qui peut être dépassée et éradiquée par l'être humain. Au cœur de tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme est au cœur du bonheur, du malheur, de tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie. N'est-ce pas, Sylvie? L'homme est au cœur de notre vie. L'homme, c'est nous. Et nous en sommes responsables. L'être humain, il fait beaucoup de bêtises, excusez moi, mais ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est normal, c'est naturel. Ce n'est pas aussi naturel que ça. Voilà, et je parle. Le deuxième grand enjeu majeur, l'énergie. Voilà, l'énergie. Aujourd'hui, si nous sommes là, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a l'énergie. Regardez ces images, ils vont vous donner un peu de vertige. Vous ne vous rendez pas compte, vous les avez vues. Voilà, ça c'est notre vie aujourd'hui. L'énergie a tout simplement façonné notre vie moderne. Notre façon de voyager, notre façon de manger, notre façon de s'habiller, notre façon de voler, notre façon de nous laver, notre façon de manger, notre façon de parler, de communiquer. Voilà, ça consomme énormément d'énergie.
Où on va-t-on trouver toutes ces énergies? Aujourd'hui, l'être humain a consommé 50% des énergies fossiles que la nature a fait 5 milliards 500 millions pour les faire. Et dans 25 ans, il va consommer le double, et dans 40 ans, il n'y en aura plus. Donc il faut faire les choses autrement. Voilà, donc la demande et la consommation mondiale en énergie a explosé, et double tous les 25 ans. Voilà, le pétrole, le gaz, etc. Et puis, on va aller vers l'extinction. Voilà, c'est le graphique. C'est un graphique qui est évidemment de l'agence de l'énergie, et puis la British Petroleum, et puis ExxonMobil. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ce qu'on a découvert au niveau du pétrole, ce qu'on va découvrir, la production et la demande. Si vous dites le mieux, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce qu'on ne découvre pas grand-chose, on ne produit pas grand-chose dans l'avenir. Donc, c'est clair. Dans 41 ans, il n'y aura plus de pétrole. Dans 63 ans, il n'y aura plus de gaz. Et dans 200 ans environ, il n'y aura plus de charbon. Il n'y aura plus d'énergie fossile. Donc, il faut développer les énergies. Il n'y a pas que ça. Toutes les ressources naturelles sont en cours d'extinction. Nous, on s'intéresse beaucoup au pétrole, mais la même chose. Il n'y aura plus de nickel en 2048, c'est un matériau très utilisé dans la technologie. Il n'y aura plus de plomb en 2030, il n'y aura plus. Et puis j'en suis sûr, si ça continue comme ça, il n'y aura pas de couscous dans 20 ans. C'est sûr, il n'y aura pas de couscous. Oui, c'est la même chose. Le couscous, c'est l'énergie. Et sans énergie, il ne faut pas de couscous. Voilà, c'est comme ça. Donc l'être humain, il est en train, et j'en passe, le prix, c'est un autre problème de la chose. Donc il y a toujours une demande excessive en matière d'énergie, ça continue, ce sont les derniers graphes que j'ai recueillis de l'agence de l'énergie. Donc il y a une augmentation, les prévisions, on va encore aller demander beaucoup plus, il faut les retrouver, il faut les trouver. Et puis il y a une relation, j'ai trouvé cette diapo très intéressante, ce que vous voyez ici. Vous voyez, sur ce qu'on a appelé en Occident les 30 glorieuses années, il y a une relation directe entre la consommation d'énergie et le PIB, produit intérieur brut. Pourquoi aujourd'hui en Occident on parle de crise? Non, il n'y a pas de crise. Il n'y aura plus de croissance en Occident. Il n'y en aura plus. Parce que le PIB est directement lié à la quantité de pétrole, et je dirais d'énergie, injectée dans la machine de production. Il n'y a pas assez de pétrole. Il n'y aura plus de croissance en Occident. Tous les gens viennent, ils disent, voilà, on a vu, on parle beaucoup de la France, et Sarkozy est venu, Hollande il est venu, il a changé, il n'a rien changé, il ne peut rien changer. Il va encore à la faillite. La faillite de Chypre, la faillite de la Grèce, la faillite de l'Espagne, la faillite du Portugal, la faillite de l'Italie, la faillite de la France. L'Angleterre est un peu épargnée parce qu'elle est dans un système hop, un peu lié aux États-Unis, plus ou moins, mais il n'y aura plus de croissance. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, cette partie-là, je ne vais pas vous présenter la suite.